Mais on va surtout, accueillir notre invité de ce matin, Jacques Sapir, qui est un économiste, directeur à l'EHESS. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, avec vous, Jacques, on va parler économie, bien sûr, mais aussi économie mondiale. D'abord, peut-être un mot sur l'état de l'économie française. Ce matin, François Bayrou va faire son moment pédagogique sur la crise financière de l'État français. Est-ce qu'on peut s'en sortir ou est-ce que la France va droit dans le mur? On peut toujours s'en sortir. La question, de ce point de vue-là, ne se pose pas. La vraie question, c'est de repérer quels sont les problèmes essentiels, à la fois les problèmes de l'heure et les problèmes de long terme. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la croissance est extrêmement ralentie, et elle est ralentie pour plusieurs raisons. D'abord, la croissance de nos partenaires est déjà très ralentie du fait de la hausse des prix de l'énergie en Europe. Bien, Mmh. elle-même conséquence des sanctions, mais bon, ok. On sait que les prix de l'énergie se stabilisent à peu près à un niveau de l'ordre de 50 à 60% au-dessus du niveau de 2021. Donc voilà, l'économie française ne peut pas aller bien dans ce type de situation. Ça, c'est un premier point. Ensuite, par ailleurs, l'économie française a ses problèmes propres. Mmh. Il y a une baisse importante de la productivité qui n'a toujours pas été rattrapée. On est aujourd'hui avec une productivité en 2025 qui est toujours inférieure à celle de 2021, de 2024? 2019. Non, de 2019. 2024, De 2010. Ah 2019. ouais. La baisse, elle était assez normale, c'était pendant la crise de la Covid. Mmh. Mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'on n'a pas récupéré cette baisse. Bon, voilà, il y a toute une série de raisons. La consommation, qui a été l'un des grands moteurs de la croissance française, est aujourd'hui en berne. Donc, globalement, nous avons toutes les raisons pour penser que en 2025, nous aurons une croissance très faible, grosso modo dans l'épaisseur du trait dans les calculs de l'INSEE. Alors, on annonce maintenant que ce soit la Banque de France ou diverses institutions de recherche annoncent une croissance de entre 0,5 et 0,7%. C'était 0,9 Oui. la base sur laquelle le budget a été conçu. Bien. Et en réalité, on voit bien que si il n'y a pas un redémarrage d'ici le deuxième semestre, eh bien, on sera en réalité plutôt envers 0,3, 0,5. Et à ce niveau-là, si vous voulez, on est dans la marge d'erreur des calculs. Bon, voilà, ça c'est une chose acquise. Après, il y a évidemment le problème des finances et des Mmh. finances publiques. Et on voit bien, effectivement, que ces finances publiques sont d'abord très dégradées sur le principe, que par ailleurs, il n'y a pas réellement d'effort pour réduire le déficit. Alors on va dire, oui, mais bon, on peut se permettre un déficit relativement important pendant 2-3 ans. C'est tout à fait Mmh. exact. C'est tout à fait exact. Le problème, c'est que nous accumulons des déficits importants maintenant depuis très longtemps. Alors, pourquoi faisons-nous du déficit? Malheureusement, ce n'est pas pour de l'investissement. Si encore on faisait un déficit important pour financer de l'investissement, ça pourrait être parfaitement admissible. On Mmh. pourrait dire, voilà, on va s'endetter pendant une période de 7-8 ans parce qu'on va investir, on va remoderniser, on va reconstruire l'appareil productif français. Bon, etc. Et là, on peut penser qu'à ce moment-là, avec la production qui viendrait de cet investissement, on serait en mesure d'avoir des budgets tout à fait en équilibre. Bon. Mmh. Le problème, c'est que c'est pas du tout ça. C'est que on investit essentiellement, enfin, on s'endette essentiellement pour payer le fonctionnement. Mmh. Alors, là, il y a un vrai problème. Vous avez raison de signaler l'importance des dépenses publiques pour les entreprises. C'est vrai, mais ce que vous n'avez pas fait, et là vous avez tort, c'est de dire pourquoi on le fait. Et on ne le fait Mmh. pas pour que les entreprises fassent des super profits. Je suis désolé, c'est pas ça la raison.
la vraie raison pour laquelle on fait ces dépenses importantes pour les entreprises, et je signale que l'on parle là de sommes qui sont entre 90 et 160 milliards, autrement dit, entre 3 et 5 points de PIB. Donc il faut voir que c'est considérable. Bien. C'est énorme, oui. Bon, pourquoi le fait-on? Mais parce que nous sommes structurellement en position, je dirais, délicate et même défensive par rapport aux autres grandes économies européennes, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, du fait de l'existence de l'euro. Oui. Tous les ans, le Fonds monétaire international publie un document qui s'appelle External Sector Report, qui porte en réalité sur l'année précédente. Donc le document de 2024, parce qu'ils sont publiés fin juillet et début août. Le document 2024 porte en fait sur l'année 2023 et montre qu'en termes de taux de change réel entre les économies. Alors, taux de change réel, ça inclut la hausse de la productivité, le coût du travail, bon bref, toute une série de choses. Il y a une différence de 20% au détriment de la France par rapport à l'Allemagne. Et cette différence, elle existe pratiquement depuis que l'euro a été mis en place. Autrement dit, depuis 1999. Car je rappelle que la mise en place de l'euro, c'est pas 2002, mais c'est 1999. Bien. Donc voilà. Et donc depuis l'entrée de l'euro, l'économie française dévisse et donc a besoin de ce soutien public pour être compétitive dans ce secteur. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi aujourd'hui l'Union européenne continue d'être l'alpha et l'oméga des responsables politiques français qui ne jurent que par elle? Pourquoi on nous revend encore cette histoire du couple, du moteur franco-allemand, alors même qu'on voit bien que nos deux pays n'ont pas les mêmes intérêts commerciaux ni économiques et n'ont pas du tout le même destin économique. Comment se fait-il qu'en France, la classe politique reste dans ce mensonge ? Le problème, c'est pas un mensonge, c'est une idée. Alors, qui ne correspond pas à la réalité. Donc, bon, on peut dire, oui, il y a un déni de réalité. C'est pas un mensonge en tant que tel. Mais c'est le fait que c'est une idée sur laquelle la classe politique française s'est construite. Oui. Alors, pour différentes raisons. Certaines sont d'ailleurs très estimables. Le fait de dire on ne veut plus de cet affrontement entre France et Allemagne qui avait dominé la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. C'est parfaitement entendable, par ailleurs. Mais effectivement, comme on est là dans une structure idéologique, mais une structure idéologique au véritable sens du terme, pas au sens du terme du rideau de fumée devant la réalité, non, c'est quelque chose qui structure la pensée des gens. Ils ont effectivement, enfin tout notre personnel politique, de droite comme de gauche, a les plus grandes difficultés à s'extraire de cela. En réalité, ça fait 40 ans que l'on sait que le couple franco-allemand n'existe pas. Il n'existe pas essentiellement de la volonté des Allemands. Bon, c'est leur droit, si vous voulez, je ne le remets pas en cause, mais il faut en tenir compte. Or, cela, on ne veut pas en tenir compte. Pourquoi? Parce que si on en avait tenu compte, ça voudrait dire qu'on serait allé à l'affrontement avec l'Allemagne, et cette idée d'affrontement avec l'Allemagne est vue avec une sainte horreur par la classe politique française parce qu'elle réactive des mécanismes mentaux que l'on veut croire abolis. Mais enfin, on ne parle pas d'affrontement militaire, on parle là d'un affrontement sur l'économie, sur le fait aussi de protéger les intérêts français. Là, il y a quelque chose qui vient d'arriver qui va changer la donne, c'est que l'Allemagne, jusqu'à présent, qui cherchait à limiter son endettement, va faire de la dette pour se réarmer. Or, si l'Allemagne fait de la dette française va devenir un produit beaucoup moins attractif sur le marché de la revente de la dette d'État. Oui, alors là encore, il faut préciser, l'Allemagne ne va pas faire de la dette massivement pour se réarmer. Ça, c'est faux.
Pas que, Elle va, mais non, non, c'était annoncé comme étant un des objectifs. elle va faire de la dette pour reconstruire ses infrastructures Mmh. qu'elle a laissées en déréliction depuis à peu près 20 ans. C'est Mmh. ça la véritable raison qui fait que le gouvernement allemand envisage de dépenser dans les 5 à 7 années qui viennent 500 milliards d'euros. Je dis bien 500 milliards d'euros Ouais. supplémentaires. Bon. Par ailleurs, il faut savoir que l'Allemagne envisage d'augmenter d'un point de PIB ses dépenses militaires. Elle Mmh. est aujourd'hui autour de 1,7, 1,8. Elle devrait passer à 2,7, 2,8. C'est pas réellement significatif et c'est pas ça qui va lui créer une dette. Bon, si on prend justement ces 500 minimum milliards d'euros qui vont être dépensés, alors là, sur la base de la dette, effectivement, ça va poser deux problèmes. Un problème, effectivement, c'est le risque de voir la dette française évincée au profit de la dette allemande. Mmh. Si les titres de dette français, les obligations, hein, les fameuses OAT, étaient jusqu'à maintenant extrêmement attractives, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de dette allemande. Bon. Ouais. Et là, on va avoir une montée de la dette allemande et ça peut provoquer un phénomène qui va évincer la dette française, ce qui va provoquer à terme une hausse des taux d'intérêt pour la France. La seule manière de résister à cette tendance à l'évincement de la dette française sera de monter nos taux d'intérêt et Mmh. donc la différence des taux d'intérêt qui était d'un demi-point, c'est-à-dire grosso modo de 0,50%, ou si on veut encore de 50 points de base, hein, ça dépend comment on le dit. Bon, la différence entre les taux d'intérêt français et les taux d'intérêt allemands, qui a toujours été la même depuis avant l'euro. Ouais. Il faut savoir, et c'est ça qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, l'euro a été mis en place, entre autres, c'était l'un des arguments, pour réduire cette différence des taux entre l'Allemagne et la France, et il n'a rien réduit du tout. On se retrouve avec la même différence des taux que l'on avait dans les années 80. Bien, là, cette différence des taux, elle pourrait monter jusqu'à 100, 150 points de base d'ici 3-4 ans. Ce qui, avec en plus le fait que l'économie française est surévaluée par rapport à l'économie allemande, sera un autre facteur de crise de l'économie française. Donc ça, c'est une première possibilité. Ouais. L'autre possibilité qui existe aussi, c'est que parce que la situation de l'Allemagne est en réalité au moins aussi difficile et peut-être plus que la situation économique française, pour toute une série de raisons, on peut se demander si, à terme, d'ici 2-3 ans, les investisseurs qui vont acheter de la dette ne vont pas se dire, mais en fait, si un pays peut avoir un problème de remboursement, c'est beaucoup plus l'Allemagne que la France. Donc, en réalité, oui, à 2-3 ans, il est pratiquement acquis que cette augmentation de la dette allemande va évincer en partie la dette française, mais au-delà de 2-3 ans, c'est très difficile à dire, parce qu'il peut y avoir des interrogations très fortes sur la solvabilité à terme de l'Allemagne, surtout si l'Allemagne continue dans sa trajectoire où elle est à la fois, je dirais, son économie se fait squeezer par les prix de l'énergie, Ouais. qui tapent beaucoup plus durement l'Allemagne que la France, et par ailleurs, elle va se faire aussi squeezer par les droits de douane que Donald Trump est en train de mettre en place.
Alors justement, on va parler, des sanctions. C'est Bruno Le Maire, hein, qui, parlait à l'époque de mettre l'économie russe, à genoux. Or, on a vu que les sanctions ont eu des effets collatéraux, assez graves, hein, sur l'économie européenne, notamment allemande, avec, l'explosion des prix de l'énergie et bien sûr l'énergie, le GNL américain qui coûte beaucoup plus cher que le Hum, gaz russe, hein, qui hum, passait par Nord hum. Stream. Aujourd'hui, où en est, si on fait un état des lieux, l'économie russe vis-à-vis, d'avant les sanctions et l'économie européenne également? Alors, l'économie russe a connu 2 années extraordinaires, de croissance, en 2023 et 2024. Elle a encaissé le choc des sanctions, grosso modo entre le printemps et l'été, 2022, ce qui a provoqué une contraction du PIB entre, -1,2, -1,4, voilà. Et puis, en 2023 et en 2024, elle a connu 2 années de croissance à 4,1%. Mmh. Je dis bien Ah mais c'est énorme. 4,1%. Nous, C'est on est à énorme. 0,7, hein, voilà Oui, oui, aussi. oui, voilà. C'est tout à fait considérable, c'est énorme. Et ce que l'on remarque quand on analyse, les données russes, c'est que, l'industrie et en particulier l'industrie manufacturière, s'est fortement, accrue dans le PIB. Grosso modo, dans le PIB de la Russie, ben, l'industrie globalement, devait compter, autour de 24% en 2021 et elle va monter à, 26%, en, 2024. Bon, donc voilà, l'économie russe globalement va bien. Ce n'est pas simplement un effet dépenses militaires qui sont d'ailleurs beaucoup plus faibles que ce que l'on dit. Je ne dis pas qu'elles soient faibles en général, hein. Mmh. Il est évident que la Russie dépense beaucoup d'argent pour ses dépenses militaires. Mais il faut savoir que par rapport au budget consolidé de la Russie, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on ignore, enfin que l'on fait semblant d'ignorer, la Russie Mmh. est un pays fédéral. Il y a donc un budget fédéral, des dépenses qui sont décidées par l'État, enfin l'État fédéral, Moscou, et puis il y a des dépenses qui sont décidées par les régions. Vous savez, les fameuses 83 régions de Russie, ce qu'on appelle des oblasts, des Ouais. kraïs, bon, etc. Bon, les républiques aussi, bon, etc. Les républiques autonomes, bon, etc. Euh, Globalement, les dépenses militaires pour 2025 devraient être équivalents à 17-18% du budget consolidé. Ce qui est énorme. Alors oui, non, c'est pas énorme. En proportion, c'est naturellement plus élevé que nous parce que Oui, nous sommes très bas, mais c'est pas énorme. C'est par pour la exemple Russie, c'est très, normal. Ouais. oui, c'est assez normal et par ailleurs c'est inférieur à l'ampleur qu'avaient les dépenses militaires dans le budget américain dans les années Oui, 60. ouais. Bon, donc voilà, bien. Mais ce que l'on constate, c'est que si une partie de la croissance de l'industrie est liée effectivement aux commandes militaires, une autre partie extrêmement importante, à peu près 60% de la croissance, est liée à la consommation. Parce que le niveau de vie s'est fortement augmenté en 2023 et 2024. Ça, c'est très clair. Et alors, il y a toute une série d'indicateurs qui le montrent. D'abord, il y a le calcul du salaire réel, hein, c'est le salaire moins l'inflation, hein, la hausse du Ouais. salaire moins l'inflation. C'est considérable. Euh, le, le salaire réel a augmenté d'environ 8 à 9% en 2023 et encore 7,5% en 2024. Il y a la satisfaction des Russes par rapport à leur salaire. Aujourd'hui, il y a environ 61% des personnes interrogées qui disent qu'elles sont satisfaites de leur niveau de salaire. 61%. Il serait intéressant de faire la même Même enquête en France. Ouais. sur la France. Bon, etc. Bon, donc voilà, il y a une... Après, depuis le début de cette année, il y a un ralentissement extrêmement net de la croissance qui semble dû, je dis bien qui semble dû,
essentiellement à la politique de la Banque centrale, qui a monté les taux beaucoup trop haut par rapport au taux d'inflation, et qui, d'une certaine manière, casse la croissance, en tous les cas, pour le début de cette année. Après, on peut penser qu'il y aura des réajustements qui seront faits par le gouvernement. Peut-être que le gouvernement va modifier le budget et va augmenter ses dépenses publiques. C'est pas impossible, c'est une des hypothèses sur lesquelles on réfléchit avec mes collègues russes. Peut-être qu'il y aura des pressions qui seront faites sur la Banque centrale et qui vont l'amener à faire baisser ses taux à partir de la fin du printemps de 2025. Bon, voilà, il y a toute une série de mesures qui sont possibles. Mais alors, quand on entend nos dirigeants européens parler de sanctions, de nouvelles sanctions, de nouveaux paquets de sanctions, est-ce que c'est des mots vides ou est-ce que derrière, il y a encore des sanctions vis-à-vis de l'économie russe? Très peu. Il y a très peu de choses que l'on peut faire. Alors, pour l'instant, essentiellement, il s'agit de sanctions financières et monétaires, parce qu'en termes de sanctions réelles, on est allé à peu de choses près au maximum de ce que l'on peut faire. Alors, chaque fois que l'on prend des nouvelles sanctions sur des transactions financières, pendant 2-3 mois, ça perturbe le commerce extérieur de la Russie, et puis les entreprises s'adaptent et trouvent des moyens de le tourner. Alors, je ne dis pas que les moyens que les entreprises utilisent pour tourner ces sanctions soient sans douleur. Et la douleur, elle est essentiellement en termes de coûts. On constate aujourd'hui que pour pouvoir importer des produits qui sont normalement touchés par les sanctions, et on constate que la Russie continue à les importer, bien, elle peut les importer grâce à des schémas d'importation qui induisent une hausse des coûts de ces produits entre 20 et 30%. C'est d'ailleurs l'une des raisons de l'inflation en Russie aujourd'hui. On est passé de 6% d'inflation en 2021, c'est déjà très élevé, à 10%, voire 10% et demi actuellement. Donc on a pris à peu près 4 points d'inflation. Là-dessus, on peut penser que la moitié, 2 points, c'est dû justement à cet effet de renchérissement des coûts des importations liés justement au mécanisme utilisé pour tourner les sanctions. Mais il faut savoir aussi que l'inflation en Russie, elle a une cause profondément interne. C'est tout simplement le fait que, comme en Russie, le nombre de chômeurs a été drastiquement réduit, et qu'en fait, il y a grosso modo autour de 2,2-2,3% de chômeurs en Russie. Bien. Et là-dessus, les 2 tiers de ces chômeurs sont des gens qui abandonnent leur usine, abandonnent leur emploi pour en chercher un autre mieux payé. C'est ce qu'on appelle du chômage frictionnel. Donc, en fait, c'est ce qu'on aimerait voir en France, en réalité. Oui, c'est ce qu'on connaissait en France au début des années 60. Oui, il y a très longtemps. On a été dans la même situation au début des années 60. Donc voilà, c'est du chômage essentiellement frictionnel. Alors, effectivement, quand on est dans ce type de situation, ça a des conséquences inflationnistes qui sont pas négligeables. Donc voilà, ça c'est la situation. Après, comme j'ai dit, il est clair que le taux de croissance pour 2025 sera plus faible que celui de 2024. Donc, je rappelle, on était en 2024 à 4,1% de taux de croissance. Très loin par rapport à nos taux à nous. Très très loin. On devrait tomber entre 2,5 et 3% pour cette année. Et c'est essentiellement lié à la politique de la Banque centrale.
Et est-ce que, alors nous, on a une banque centrale en Europe, hein, la BCE, qui prépare l'euro numérique. Alors quand on voit déjà les ravages qu'a fait l'euro classique à l'économie française, est-ce que l'euro numérique peut créer plus de dommages ou est-ce que c'est simplement un gadget? Ce n'est pas un gadget, mais ça créera pas plus de dommages. Ce n'est pas Mmh. un gadget parce que l'euro numérique peut, je ne dis pas qu'il va le faire, mais qu'il pourrait être utilisé pour surveiller la totalité des transactions faites Ouais. en euros. Mmh. Donc voilà, ça c'est un véritable. Petit Là, contrôle. il y a Mmh. un enjeu démocratique. Il n'y a pas un Ouais. enjeu économique, mais il y a un véritable enjeu démocratique. Mmh. Euh, alors, euh, que cet euro numérique soit utilisé par les entreprises, pourquoi pas? Mmh. Ça établirait peut-être plus de transparence dans les transactions faites par les entreprises. Mais je suis plus que réservé, plus que réservé sur son application aux transactions des particuliers. Mmh. Parce que je pense que là, il y aurait de fait une forme de contrôle sur la population qui est potentiellement liberticide. Bon, Ouais. voilà. Alors, après, euh, on n'en est pas encore là, hein, parce que l'euro numérique, on en parle beaucoup. Pour l'instant, très peu de choses sont faites. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Villeroy de Galhau a dit non, mais il faudrait aller plus vite quand même. On On parle voit très bien. d'octobre, hein, pour avoir un premier. Ouais. Voilà, voilà, bon, et en fait, ça mettra plusieurs années à se construire, mais si on entre dans cette logique des monnaies numériques, il faut absolument qu'on ait des garde-fous, et l'un des garde-fous serait en particulier de limiter l'accès de ces monnaies, à ces monnaies numériques à un accès aux entreprises. Mmh. C'est d'ailleurs ce qui est fait en Russie, Mmh. car la Russie elle-même a développé un rouble numérique. Mais ce rouble numérique n'est pas accessible aux particuliers. C'est uniquement pour les transactions entre les entreprises et en règle générale entre les entreprises russes et des entreprises étrangères. Bon, Mmh. donc on voit bien, il faut ce type de garde-fou et il faut que ces garde-fous soient extrêmement précisés dans l'ensemble des textes qui encadreront cette idée Mmh. d'euro numérique. Alors, justement, on parle là d'économie européenne, économie russe, et on va parler bien sûr de Donald Trump, hein, et des tarifs douaniers. Est-ce que les sanctions n'ont pas permis à la Russie d'avoir de l'avance, en fait, dans, la nouvelle économie mondiale, de démondialisation, en quelque sorte, et d'avoir quelques années d'avance, par rapport à l'Europe qui n'arrive pas à réfléchir, avec un Donald Trump qui est en train de dire: «On change les règles du jeu, l'OMC a tort, il va falloir remettre des barrières douanières». Oui, c'est incontestable. C'est incontestable parce que les sanctions fonctionnent en réalité comme une forme de protectionnisme Mmh. imposé Mmh. à la Russie. Alors, ce que l'on avait déjà vu lors de la première vague des sanctions, qui, il faut le rappeler, date de 2014. Ouais. C'est depuis 2014 que la Russie est sous sanctions. Bien sûr, à un niveau beaucoup moins faible que maintenant, mais elle est sous sanctions depuis 2014, il faut toujours le rappeler. Bon. Mmh. Ces sanctions auxquelles les Russes avaient répliqué par des contre-sanctions, en particulier dans le domaine agricole, ont permis un développement tout à fait extraordinaire de l'agriculture russe, qui, en quelques années, est passée du stade d'une agriculture qui était essentiellement importatrice de grains, de céréales, mais aussi de viande vis-à-vis du reste du monde, à une Mmh. agriculture qui était essentiellement exportatrice. Bon, ça c'est un premier point qui était acquis, et de ce fait, il y avait toute une série d'économistes qui avaient fait des modèles économétriques, qui avaient fait des calculs économétriques extrêmement précis là-dessus, et qui montraient que en réalité, la Russie avait tout autant bénéficié de cette première vague de sanctions qu'elle n'avait été touchée. Et Mmh. qu'il y avait en fait une forme d'équilibre. Oui, elle avait perdu par les sanctions, mais elle avait aussi gagné grâce à ces sanctions. Ça, c'est le premier point. Après, ce qui s'est passé en 2022, donc on est face à des sanctions qui sont considérables, c'est que ces sanctions ont amené une restructuration de l'économie russe. Mmh. Et que cette restructuration de l'économie russe
elle est globalement favorable à la Russie, en particulier par le développement de la production industrielle manufacturière. Donc, effectivement, la Russie va se trouver dans une position beaucoup plus forte que les pays européens face à ce nouveau monde protectionniste dans lequel on va rentrer. Et par ailleurs, il faut savoir que historiquement, on peut avoir un environnement qui est globalement protectionniste et une forte croissance. Sans vouloir, je dirais, revenir sur toute l'histoire économique depuis 2 siècles, c'est ce que l'on constate des années 1880 à 1914, où le libre-échange est contesté. En fait, il n'y a plus qu'un seul pays qui défend le libre-échange, c'est la Grande-Bretagne. Tous les autres pays sont passés au protectionnisme, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, bien entendu, le Japon, bon, etc. Et la croissance mondiale est plus forte dans cette période qu'elle ne l'était dans la période précédente de libre-échange. Donc il faut être extrêmement prudent quand on dit non, mais ça va casser la croissance mondiale. Je ne suis pas du tout sûr de ça, je suis même pratiquement sûr du contraire, et je pense qu'on est rentré dans une période qui va durer 30, 40, 50 ans, ça je ne peux pas le dire, effectivement, mais qui est une période où on aura à la fois des tarifs protectionnistes assez importants et une croissance importante, mais une croissance qui ne sera pas due à des effets de commerce international, mais qui sera due essentiellement à la construction ou à la reconstruction des économies nationales. Alors là, effectivement... Une sorte de nouvelle 30 glorieuses, quoi. Ou de 30 glorieuses, on peut parler de ça, ou on peut parler, je vous dis, de la situation de la fin du 19e et du début du 20e siècle, très bien. Mais ça, c'est un univers face auquel notre classe dirigeante et notre classe d'entrepreneurs n'est pas du tout préparée. Alors, il y a quelques entrepreneurs, il y a quelques patrons qui commencent à réfléchir là-dessus, mais il y en a en fait très peu, et alors c'est très frappant de voir que le MEDEF, il se cramponne au libre-échange sans comprendre que c'est fini, en tous les cas pour les 30 ou 40 ans à venir. Enfin, grosso modo, il y aura 2 générations pour lesquelles le libre-échange est exclu. Bien, et par contre, la Russie, elle, sera beaucoup mieux armée pour se développer dans ce monde que ne le seront les pays européens. Mais justement, est-ce que là, on peut dire que les sanctions ont fait plus de mal à l'économie européenne qu'à l'économie russe? Oui, de ce point de vue-là, oui, c'est tout à fait évident. Après, évidemment, c'est la question des effets induits, de ce qu'on appelle, vous savez, en termes de politique internationale, l'effet boomerang. L'effet boomerang, qui est d'ailleurs documenté. On sait que pratiquement chaque fois qu'il y a eu des sanctions, il y a eu des effets boomerang. Bon, mais cet effet boomerang est massif. Immédiat. Et il a été immédiat, effectivement. Il est passé via les prix de l'énergie. Et ce que l'on constate, et là, si vous voulez, il suffit d'aller sur Eurostat, il suffit de regarder les statistiques officielles de l'Union européenne. Le prix de l'énergie, qui avait monté au plafond en 2022 et début 2023, reste aujourd'hui, en particulier le prix du gaz, comme je l'ai dit, entre 50 et 70% au-dessus de son niveau de 2021. Et corrélativement, on voit baisser le niveau d'activité dans l'industrie. Ouais. Et ça, c'est très frappant. Alors, il y a un indicateur, c'est le taux d'utilisation du capital productif dans l'industrie. Ce taux d'utilisation, ou ce degré d'utilisation, était d'environ 85% au début de 2022. Donc, avant que les sanctions ne prennent effet. Il est actuellement tombé à 75%.
on a une perte de 10 points. C'est considérable. C'est énorme, oui. C'est tout à fait considérable. Et c'est là où on voit l'impact négatif des sanctions sur l'économie européenne. Alors, il y a l'impact des sanctions, donc déjà, qui a fait beaucoup de mal. Et puis, alors, il y a le pari de Donald Trump de dire, lui veut réindustrialiser, justement, avec ses tarifs douaniers, en disant, vous allez venir produire aux États-Unis parce que notre énergie n'est pas chère, que nos travailleurs sont pas si chers et que vous avez un marché à disposition. Est-ce que c'est ce modèle-là qui va l'emporter, ou est-ce que le modèle chinois, qui profite de l'OMC, mais qui est aussi quand même très fermé en tant que marché chinois, ces deux modèles-là vont se faire la guerre, lequel peut l'emporter? Je pense que c'est les deux mêmes modèles, hein, Ouais. et qui peuvent parfaitement exister, coexister, parce que la Chine est un marché en elle-même considérable. Vous savez, quand on a une population d'1,4 milliard d'habitants, on se préoccupe assez peu des autres. Je rappelle toujours un chiffre. Les exportations chinoises vers les États-Unis, les exportations brutes, je ne parle pas du solde, les exportations brutes chinoises vers les États-Unis, ça représente 2,5% de la production industrielle chinoise. Donc, en fait, on joue à la marge. Bien. Oui, c'est pas énorme. Oui, on n'est Voilà. pas sur un marché clé pour la Chine. Oui. Tout à fait. Alors oui, Donald Trump a ce projet, et c'est un projet qui est cohérent. C'est un projet qui est cohérent, qui d'ailleurs est défendu non seulement par Trump, il est défendu aussi beaucoup par son vice-président, J.D. Vance. Et là d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les journalistes des médias officiels ne se sont pas tous précipités sur le livre qu'a écrit J.D. Vance. Il faut lire ce livre. Il Billy Elegy sur voilà. sa vie et son parcours politique. Tout à fait, tout à fait. Il faut lire ce livre. C'est extrêmement intéressant. On comprend beaucoup mieux qui il est, comment il se définit. Bon. Et on voit bien que chez Trump comme chez Vance, et peut-être plus chez Vance que chez Trump, il y a cette idée centrale de reconstruire l'industrie américaine. Bon. Sauf que la reconstruction d'un modèle industriel, c'est pas quelque chose qui se construit sur quelques mois, ni même sur quelques années. Il faudra 10 à 15 ans. Autrement dit, il faudra 3 mandats. Oui, 3 mandats. Le mandat de Trump actuel, et probablement, bon, si c'est Vance qui est le candidat des Républicains en 2028, 2 mandats de Vance. Bon. Mais globalement, oui, c'est ça qui est, je dirais, qui est le centre de l'idée de Trump et de Vance, et c'est effectivement quelque chose de cohérent. Après, dans la manière dont ces droits de douane sont mis en œuvre, et dans le fait que Trump veut aussi utiliser ces droits de douane pour négocier avec toute une série de pays, c'est ce qui donne le côté un peu foutraque à ces droits de douane. Et c'est peut-être là où j'aurais une véritable critique à faire sur cette politique. C'est que d'abord, on voit bien que le niveau des droits de douane n'a pas été réellement pensé. Et ensuite, il y a un problème qui est un peu plus général, c'est que Trump veut utiliser ses droits de douane pour faire deux choses à la fois. Réindustrialiser les États-Unis, et là, il a incontestablement raison d'un point de vue américain. Mais voilà, si je dis, voilà, je mets ma casquette américaine et je vais raisonner comme un Américain, je lui donne 100 fois raison. Mais aussi pour construire un rapport de force vis-à-vis de toute une série de pays. Et là, il va être obligé d'être beaucoup plus flexible en fonction des négociations sur ces droits de douane. Alors qu'il faudrait qu'il, d'emblée, qu'il soit beaucoup plus rigide sur les droits de douane s'il cherche réellement à réindustrialiser. Donc, oui, donc il est obligé de jouer sur plusieurs tableaux. Voilà. Et ça peut poser un problème. Et ça peut poser un problème. Il y a quand même en ligne de mire la Chine, évidemment,
et l'Union européenne. Il y a un vrai Oui. mépris aujourd'hui des leaders de l'Union européenne de la part de J.D. Vance et de Mhm. Trump, enfin de l'administration Trump, qui ne supportent plus les leaders européens en disant c'est des assistés, ils ont profité des largesses de l'OTAN, etc., et qui veulent aussi mettre des bâtons dans les roues de nos leaders qui ont toujours été des vassaux de l'économie américaine. Oui, alors, il y a une dimension très idéologique, ce qui est Là clair, encore, ouais. oui, qu'on peut ne pas partager, par ailleurs. Euh, et il y a une dimension réelle qui est sur deux points. Premier point, c'est vrai que euh, le début du déficit commercial américain, fin des années 50 et début des années 60, il est lié à l'époque non pas aux exportations asiatiques, Japon puis Chine, mais il est lié au départ essentiellement aux exportations des pays de l'Union européenne, enfin pas de l'Union européenne, des pays européens et de la CE qui se sont reconstruits dans les années 50. Tiens. Mmh. Et là, euh, il n'y a jamais eu, je dirais, de réflexion au niveau de la classe politique américaine pour se dire, mais comment on peut maintenir notre avantage compétitif vis-à-vis du reste du monde. L'avantage compétitif américain avait été tel dans les années 40 et les années 50 que d'une certaine manière était rentré dans l'idée des gens que fondamentalement, cet avantage compétitif, il allait durer tout le temps, que les États-Unis étaient le pays le plus innovant, où il y avait le plus de recherches scientifiques, etc., etc. Ce qui était vrai dans les années 60 encore, et dans le début des années 70, c'est incontestable. Mais ce qui est devenu de moins en moins vrai dans les années 80, 90, 2000, etc. Donc, il n'y a pas eu cette réflexion. Et ça fait, disons, ça constitue un problème tout à fait essentiel pour la compétitivité globale des États-Unis. Ça c'est le premier point. Le deuxième Ouais. point, c'est effectivement l'OTAN. Et on voit bien, euh, les dépenses américaines ne sont qu'en partie dues à l'OTAN. Quand les États-Unis disent ah oui, mais écoutez, nous dépensons beaucoup plus que vous ne dépensez pour notre défense. Mais c'est aussi parce qu'ils font des choses qui sont très différentes. Mmh. En réalité, les pays européens n'ont qu'à se poser la question de leur sécurité immédiate. On n'a pas de raison, d'une certaine manière, de rentrer dans cette idée qui est quand même importante aux États-Unis, qui consiste à dire, mais nous allons imposer notre modèle économique et notre modèle de démocratie sur l'ensemble du monde. On a déjà eu ce débat en Ouais. 2002-2003 lors de l'invasion de l'Irak. C'était l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Jacques Chirac avait dit à l'époque qu'il s'opposait et pourquoi il avait constitué cette fameuse coalition entre Paris, Berlin et Moscou. Il faut quand même rappeler ça, hein. C'est pas si vieux, justement, pour, d'une certaine manière, dire aux Américains ce que vous voulez faire dans le reste du monde, c'est insensé. Ouais. Ça va même contre vos intérêts. Donc ça, c'est un autre problème. Et en réalité, autant il est vrai que certains pays ont vécu, je dirais, en passagers clandestins du parapluie américain. Alors c'est très intéressant. Ce sont les pays qui sont aujourd'hui les plus bellicistes, qui ont vécu en passagers clandestins. L'Allemagne, oui. Mmh. Les pays baltes, bah Mmh. oui. Eh oui. La part de la défense dans le PIB des pays baltes, c'est 1,1%. La France, c'est 2%. Quand même. Bon. La Pologne aussi. La Pologne qui crie beaucoup actuellement, mais qui est très faible d'un point de vue des dépenses de défense. Donc voilà, il y a ce problème. Et donc, on peut penser de manière générale qu'un accroissement entre 30 et 50% des dépenses de défense de la part des principaux pays européens
serait plus que suffisant pour garantir notre sécurité. Bon, c'est-à-dire, grosso modo, voilà, il faudrait que la France passe de 2,1% à 3%. Bien. 3%, je signale, c'était ce que l'on dépensait pour notre défense jusqu'en 1992-1995. Hein. La baisse, elle survient après. Donc, on peut parfaitement remonter à ce niveau-là. Mais par contre, ce que demande Trump, monter à 5%, ouais, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et c'est même dangereux parce que quand on monte les dépenses de défense, il n'y a pas que soi qui est en cause. Il y a l'autre, celui qui te regarde, et oui, qui nous qui regarde. va lui aussi augmenter les dépenses Qui va dire, rentrer dans un cercle vicieux. Exactement, parce qu'il va dire, là, ce que vous faites, ok, vous montez à 3%, d'accord, ça peut être acceptable. Mais vous montez à 5%, vous cherchez donc à avoir une supériorité massive par rapport à nous. Et quel autre sens a cette supériorité massive, si ce n'est que vous vous préparez à nous attaquer? Mais d'ailleurs, c'est ce discours irresponsable qu'on entend assez souvent de la part, effectivement, de Kaja Kallas, hein, qui vient d'Estonie, Nathalie Loiseau et d'autres, qui expliquent que l'Europe, c'est 480 millions, c'est des millions de militaires, c'est plein d'avions, plein de chars, etc. Comme si la supériorité numérique, si on mettait tous les pays européens ensemble, faisait que on pouvait attaquer la Russie. 3 petits points, donc on pourrait attaquer la Russie. Et pourquoi pas la Chine, hein, dit Kaja Kallas. Oui, complètement irresponsable. Ça, c'est complètement irresponsable. Par ailleurs, faut savoir qu'il n'y a pas de lien direct entre une population générale et une armée. Bon, qu'aujourd'hui, l'armée française ne peut guère déployer plus de 20 000 soldats dans l'immédiat en termes de forces combattantes. Et avec la question de l'approvisionnement et du nombre de tout jours à fait, de mais munitions. voilà, mais je ne parle même pas, de ça. Bon, Ouais. pour une raison très simple, c'est qu'on a une armée qui a été formatée par rapport à des opérations dans le tiers-monde. Oui. Nous avons une armée qui est faite pour des OPEX limités. Je vais utiliser des mots horribles. C'est une armée qui a été formatée pour aller botter le cul d'islamistes ou autres dans les déserts, que ce soit dans les déserts du Moyen-Orient ou dans les déserts d'Afrique. Oui. Autrement dit, là où on va employer 2000 hommes, 3000 hommes, 4000 hommes au plus. Mais pas du tout par rapport à une guerre à haute intensité sur le continent européen. Et heureusement, ça veut dire qu'on est passé à autre chose. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et même par ailleurs, c'était très, je dirais que cette évolution était très contestable. Et ça, c'est un autre problème, je ne vais pas rentrer là-dedans. Même chose pour la Grande-Bretagne. Bon, donc en réalité, c'est vrai que les principaux pays européens sont d'une certaine manière à poil sur la question militaire actuellement. L'armée estonienne, c'est 5000 hommes. Hein, donc, voilà. On peut remonter un petit peu de manière à avoir une forme d'égalité avec l'armée russe. Voilà, ça ne demandera pas énormément d'efforts, mais il faut bien comprendre qu'on n'ira pas au-delà. Je pense que tous les discours sur oui, il faut monter les dépenses militaires des pays européens à 5%, c'est de l'enfumage. Enfin, ça n'a aucune réalité. D'abord parce que nos économies n'y résisteraient pas. Faut le dire en tant que tel. Alors, en l'état, non, c'est impossible. Voilà. Oui. Deuxièmement, parce que nos populations ne le voudront pas. Et quand même, ça compte. Et troisièmement, parce que si on faisait ça, si on était assez fou pour le faire, ça provoquerait évidemment une montée en réponse des armées russes et des armées chinoises. Donc voilà. Donc là-dessus, d'ailleurs, on entend. Il faut se calmer un peu.
Si on parle là qu'on parle défense, cette petite ritournelle des soldats chinois qui auraient été, pris par les Ukrainiens et la Chine dit: «Arrêtez avec vos manipulations». Oui, tout à fait. On sent là quand même une fébrilité de la part, de Volodymyr Zelensky à vouloir absolument, montrer que la Chine est en guerre aux côtés de la Russie. C'était, quelques mois auparavant la Corée du Nord, pour dire: «Mais regardez, ils sont plusieurs contre nous, donc vous devriez venir vous battre avec nous et on doit faire une alliance». C'est un peu ça le message, subliminal de Zelensky. Tout à fait. Et de toutes les manières, il ne passe pas. Non, Il heureusement. ne passe pas pour une raison très simple, c'est que tous les dirigeants européens, même Macron, ont parfaitement compris qu'il n'y a pas de soldats chinois ni coréens se battant sous uniforme chinois ou sous uniforme Bien coréen sûr que non. en Russie. Alors, qu'il puisse y avoir des individus, des Chinois qui ont émigré en Russie et qui veulent obtenir rapidement la nationalité russe. Mmh. Or, la Russie recrute des volontaires et elle accepte que des étrangers viennent se battre dans son armée en leur disant vous vous battez et après vous aurez la nationalité russe. Bah, comme on en fait, nous, dans la Légion étrangère. Absolument, ouais, C'est ouais. une vieille tradition française. Bien. Alors oui, il est tout à fait possible qu'il y ait quelques dizaines de Chinois, parce qu'on voit bien, hein, il y a maintenant une population chinoise importante qui veut s'établir en Russie. Mmh. Moi, j'ai été frappé hein, dans le fait que l'année dernière, quand j'étais à Moscou, fin mars, début avril, j'ai pris toute une série de fois le taxi, et une fois sur deux, je tombais sur un conducteur chinois qui d'ailleurs conversait avec moi via son application de traduction. Ah ouais, c'est un nouveau Il monde. connaissait pas assez bien le russe. Bon. Et puis par ailleurs, quand il lisait le texte qui s'affichait en russe sur son mobile et qui parlait russe avec son accent chinois, j'avoue que j'avais quelques difficultés à le comprendre. Bien, passons là-dessus. Donc, on voit très bien, il y a une émigration chinoise, pas négligeable du tout, Mmh. pas négligeable, mais pas non plus considérable. Hein. On parle au plus de quelques centaines de milliers de personnes qui vient en Russie. Que là-dessus, on est des gens qui se disent je vais faire ma vie en Russie, donc je veux la nationalité russe. Ça se comprend parfaitement. Et comme par ailleurs, la nationalité russe est difficile à obtenir, Mmh. eh bien oui, ces gens-là, ils vont aller s'engager. Certains d'entre eux iront s'engager. Mais c'est pas du tout un phénomène de soutien de la Non. Chine à la guerre. Contrairement à l'Ukraine qui reçoit le soutien, hein, de hauts gradés, de forces spéciales, de la part de la Oui, tout France, à de la fait. Grande-Bretagne, de la Pologne Tout et à fait. cetera. Ouais, Tout, tout à fait. Tout à fait. ouais. Autre, point important, que vous traitez dans le livre sur la démondialisation, c'est la dédollarisation de l'économie avec la montée en puissance des BRICS, qui ont fait le pari de dire: «On doit aussi trouver une alternative, hein, à la domination américaine». Où en est le processus des BRICS? Il y a eu un grand sommet, en août dernier, plusieurs annonces, hein, des demandes de candidature. Est-ce que les BRICS sont, une opportunité, durable, qui va précipiter la dédollarisation ou bien est-ce que c'est un effet de mode passager? Alors, il y a deux choses. Il y a tout d'abord une tendance euh, la, euh, à la dédollarisation, ou plus précisément euh, à la réduction du poids du dollar dans les réserves internationales et dans les transactions internationales, Ouais. qui est claire depuis une quinzaine d'années. Mmh. Si vous voulez, quand vous faites les courbes, vous prenez les données du Fonds monétaire international et vous commencez à faire les courbes, vous voyez très bien que le dollar a atteint son maximum, d'ailleurs au moment où l'euro a été créé, en 2002-2003, et que depuis, il est régulièrement à la baisse. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a une baisse similaire de l'euro. Et ça, c'est un point intéressant. L'euro qui était monté à son maximum lors de la crise de 2008-2010, baisse et il est aujourd'hui en dessous du poids qu'avaient les monnaies des pays européens avant la création de l'euro. C'est-à-dire que si on fait l'addition de ce que représentaient le franc français, le Deutschmark, le florin hollandais, bon, etc., diverses monnaies, la lire italienne, bon,
dans les réserves internationales, ce poids était plus important que n'est aujourd'hui important le poids de l'euro. Donc, deuxième point. Donc, on est dans un contexte général, non pas seulement de dédollarisation, mais de désoccidentalisation du système monétaire international. Premier point. Deuxième point, oui, évidemment, les BRICS en tiennent compte et veulent ne pas être vulnérables à différentes mesures de rétorsion prises par les États-Unis ou de manière potentielle par l'Union européenne, les sanctions, et de manière réelle pour la Russie, dans leur commerce international. Bon. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas faire une monnaie tout de suite. Et il faut bien lire le communiqué final du sommet de Kazan. Alors, ce communiqué final, on en a eu quelques lignes dans la presse française et dans la presse occidentale. Je signale qu'il fait 18 pages. Il y a 162 items et c'est 18 pages. Bon, donc, faut savoir de quoi on parle. Ouais. Dans ce communiqué final, ce qui est dit, c'est que les BRICS, et donc les banques centrales des BRICS, vont mettre sur pied, dans les années qui viennent, une monnaie de transaction, ou plus exactement une unité de compte qui sera utilisée dans les transactions. Ça ne sera pas une monnaie au sens, je dirais, normal du terme, parce qu'on ne pourra pas épargner dans cette unité de compte. Vous savez que la définition d'une monnaie, depuis Aristote, c'est 3 fonctions. La fonction d'unité de compte, justement, la capacité de dire, la chaise ou la table qui est là, elle vaut tant. Elle vaut tant, donc en francs, en dollars, en euros, tout ça. Après, c'est une unité de transaction. Cette chaise, je vais l'acheter à son fabricant et donc je vais le payer dans cette monnaie. Ouais. Et la troisième fonction, c'est un instrument d'épargne. Donc de dire, je vais épargner, donc je vais toucher des revenus, je vais toucher un taux d'intérêt pour un prêt dans cette monnaie. Bon. Très clairement, l'unité de compte que les BRICS sont en train de créer, parce qu'il y a eu des réunions, il y a eu 2 réunions de l'ensemble des banques centrales des BRICS sur la question depuis le sommet de Kazan. Cette unité de compte ne sera pas une monnaie au sens strict du terme, parce qu'il n'y aura pas la possibilité d'épargner dans cette monnaie. Mais elle sera utilisée, donc d'abord comme une unité de compte et comme instrument de transaction dans les différentes relations, que ce soit les relations internes aux BRICS. Et je rappelle que les BRICS, maintenant, ils se sont pas mal étendus par rapport, je dirais, au noyau originel. On a pas mal d'autres pays qui ont rejoint les BRICS, mais aussi potentiellement avec les pays qui sont associés aux BRICS, mais qui ne font pas partie encore légalement des BRICS. Et de ce point de vue-là, ce qui est important, c'est le développement de systèmes analogues au système de transaction SWIFT, qui sont en train d'être mis en place par une communauté russo-chinoise. Les Russes et les Chinois travaillent depuis plusieurs années sur des équivalents à SWIFT et ils sont en train de les proposer aux autres pays. Donc, ce qui va se décider dans les 2 ans qui viennent ou dans les 18 mois qui viennent, c'est assez rapide, là, voilà, il va y avoir le prochain sommet des BRICS au Brésil à la fin de l'été ou le début de l'automne prochain, puis après au sommet suivant. C'est justement l'extension de ces systèmes qui sont des systèmes analogues à SWIFT et la généralisation de cette unité de compte et de cette unité de transaction. Donc voilà, ce n'est pas la création d'une nouvelle monnaie, mais c'est quelque chose qui est vu de manière très réaliste et très pragmatique comme devant favoriser les échanges au sein des BRICS et entre les BRICS et les pays qui sont alliés ou intéressés par les BRICS,
Donc ça veut dire aussi la Turquie. Hein. La Mmh. Turquie fait partie des pays qui se sont dit intéressés par les BRICS. Et donc, nécessairement, la part du dollar va baisser. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une série de transactions qui se font en dollars ou qui se font en euros et qui seront remplacées par des transactions qui se feront dans cette nouvelle unité de compte et qui se feront sur des plateformes qui ne seront plus SWIFT, mais qui seront justement ces nouvelles plateformes. Alors, de combien ça fera baisser la part du dollar? On a fait dans mon laboratoire, on a fait quelques études de ce point de vue-là. On estime que ça devrait faire baisser la part du dollar entre 20 et 25%. C'est quand même beaucoup, ouais. Eh oui, eh oui, eh oui, eh Ouais, oui. et ça, c'est ce qui explique aussi la fébrilité de Donald Trump, par rapport aux tarifs douaniers, par rapport à aller très vite pour essayer de sauver le soldat dollar. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bon, voilà. Ce sont des choses. Alors, bon, je vais me faire un petit coup de pub. J'en ai parlé dans mon dernier livre. Mmh. Je donne justement un petit scénario. Et donc, effectivement, on peut penser que d'ici 2030, parce que ça va mettre quand même quelques années Mmh. va falloir rôder le système, bon, etc. Mais je pense que d'ici 2030, la part du dollar devrait être réduite autour de 35% des échanges mondiaux, c'est-à-dire grosso modo les échanges que les États-Unis font avec d'autres pays. Hein. Mmh. Bon, la place de l'euro devrait être grosso modo 15%, Mmh. et le reste, ça pourrait être en partie cette unité de compte des BRICS et en partie directement le yuan. Parce qu'il faut toujours dire ça, il y a cette possibilité, même cette volonté de la part du gouvernement chinois, à pousser jusqu'à un certain point, Mmh. l'utilisation internationale du yuan. Donc voilà, c'est grosso modo ce vers quoi on est en train de s'orienter, mais je dis bien, c'est pas quelque chose qui va se passer tout de suite. Je lis par exemple sur X, sur ex-Twitter, Mmh. il y a des posts assez délirants, oui, le dollar va s'effondrer dans les semaines qui viennent. Faut revenir un petit peu à la Exactement. réalité. Ouais. Bon, mais c'est plutôt ce genre d'évolution progressive que l'on va avoir d'ici 2030. Mmh. Alors, 15% pour l'euro, est-ce que ça veut dire que l'économie européenne ne va pas se relever et qu'on va être phagocyté par, la Chine d'un côté avec, le marché de la voiture électrique par exemple, mais aussi beaucoup d'autres marchés et les États-Unis de l'autre avec les tarifs douaniers qui vont, couper court aux exportations européennes vers le marché américain? Est-ce qu'il y a un avenir, optimiste pour l'économie européenne ou pas? Alors, je ne dis pas qu'on va se faire écraser, hein, un petit peu comme le pauvre grain de blé qui est pris entre les deux roues d'une meule, mais ce qui est vrai, c'est que nous allons devenir une périphérie. Ouais. Si on ne fait rien, si on laisse les choses aller, je dirais, leur cours normal, euh, nous allons devenir une périphérie. Et ça, c'est quelque chose qui sera extrêmement dur à avaler par les Mmh. élites européennes. Et je ne dis pas simplement par les élites politiques, je parle aussi par les intellectuels européens. Bon, parce que nous avons vécu dans l'illusion que nous étions le centre. Ah bien sûr. Si vous voulez. Alors, nous avons été le centre, grosso modo, jusqu'à la guerre de 14-18. Puis, nous avons été une partie du centre de 1920 jusqu'en 2000, fondamentalement. Bon, alors, même si ce centre était de plus en plus tourné vers les États-Unis et de moins en moins vers l'Europe, les relations entre les États-Unis et l'Europe définissaient une forme de centre du monde, et nous allons, à l'horizon 2030-2035, ne plus être qu'une périphérie. Mmh. Et ça va impliquer
un changement culturel dans les élites et dans une partie, disons, dans la partie éduquée de la population, qui risque d'être considérable et qui pourrait être violent. Et Ouais, je c'est suis bien tout le problème. persuadé qu'il y a une partie hein, euh, des sentiments identitaires qui s'expriment dans la vie politique française, mais que l'on retrouve aussi dans la vie politique allemande, comme on les retrouve dans la vie politique italienne En et Roumanie, potentiellement. on a vu le candidat Voilà, roumain bon, Voghescu bon, interdit de se présenter, c'est encore un voilà, autre sujet, hein. tout à fait. Bon, je pense qu'une partie de cette montée des comportements identitaires est une forme de réaction à cette sortie des pays européens du centre du monde et à leur relégation à la périphérie. Alors évidemment, c'est pas la bonne réaction. Parce que c'est pas en disant non, mais nous avons notre identité, on va se crisper dessus, que l'on arrivera à s'adapter à ce nouveau monde. Mais c'est à l'évidence un symptôme, et c'est un symptôme extrêmement important qu'il faut prendre très au sérieux, justement, de cette relégation des pays européens vers une périphérie. Ouais. On est vraiment là dans un moment particulier de bascule historique, hein, la grande bascule, comme Tout à le fait. dit Macron, mais qui est accompagnée par nos dirigeants. On n'a pas l'impression qu'ils prennent l'ampleur de la tâche qui est la leur, hein, et qui sont à contresens de l'histoire, ou du moins avec un temps de retard assez catastrophique par rapport à l'émergence des BRICS, par rapport à cette démondialisation, par rapport à la dédollarisation. On a l'impression que là, on a affaire à des dirigeants complètement paumés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et une des raisons, ça tient au fait que les institutions qui les ont formés, Sciences Po, l'ENA, bon pour la France, mais d'autres, les grandes universités en Allemagne, en Italie, la Bocconi, l'Università Bocconi de Rome, bon, etc., bon, sont des centres d'enseignement qui ont été et qui sont toujours tragiquement en retard quant à la compréhension de l'évolution du monde. Ce qui fait que les jeunes gens qui sont formés, les jeunes filles ou les jeunes gens qui sont formés dans ces institutions, sont formés comme était formée la génération précédente. Et ce sont donc des jeunes vieux. Ce sont des jeunes qui raisonnent comme raisonnerait quelqu'un de 55 à 65 ans. Donc voilà, ça c'est une dimension tragique de la situation. Et le fait de ne pas le comprendre et de ne pas, d'une certaine manière, aller bousculer ces gens-là et de leur dire, écoutez, soit vous changez votre vision du monde très vite, soit dégagez, il faut qu'arrivent d'autres personnes à votre place, ça va être un très, très, très gros problème dans les années qui viennent. Et on est en plein dans ce moment-là, avec en plus une guerre des élites contre les peuples. On voit bien qu'il y a un hiatus énorme. Tout à fait. Ouais, absolument. Merci beaucoup, Jacques Sapir. Donc, je rappelle votre dernier livre, hein, sur la démondialisation, où il est question de tous ces sujets, évidemment, vous le trouvez sur les plateformes. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.